Alors, pendant qu'on se prépare, laissez-moi vous dire bonjour et vous dire jusqu'à quel point je suis heureux d'être là. Moi qui viens de l'autre bout du monde, de ce pays qui n'en est pas un, c'est-à-dire le Québec. Et nous allons, je vais vous proposer un voyage dans un monde de la territorialité, voilà, qu'on aborde à partir d'un regard un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et je parle de l'enjeu territorial autochtone, qui est un enjeu, qui est un enjeu de portée globale, de portée mondiale. Il n'y a pas de région du monde où la question de l'autochtonie n'est pas posée et où cette question ne vient pas bousculer tous les a priori coloniaux. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pendant les quelques minutes qui me sont accordées comment finalement la question des peuples autochtones lance un défi extrêmement difficile aux États héritiers de l'aventure coloniale dans le Pacifique, bien sûr, mais aussi dans d'autres régions importantes comme évidemment les Amériques, d'où je viens. Alors, pour bien saisir la portée et la difficulté de l'enjeu territorial autochtone, il faut tout de suite, d'entrée de jeu, expliquer que cet enjeu, ce défi, il est lié à l'émergence relativement récente dans le droit international et aussi dans plusieurs systèmes juridiques nationaux d'un ensemble de règles qui protègent, qui reconnaissent les peuples autochtones comme des communautés ethno-culturelles et comme des communautés politiques distinctives, communautés porteuses d'une légitimité et de droits qui leur sont propres et qui sont opposables aux États et aux sociétés postcoloniales. Et là, dans cette diapo, j'énonce deux des préceptes fondamentaux autochtonistes, c'est-à-dire qui découlent de ce corpus de règles propres aux droits des peuples autochtones. Le premier postulat, c'est l'affirmation de la préexistence et de la légitimité précoloniale du peuple autochtone face à l'État issu de la colonisation. Et donc la reconnaissance du peuple autochtone comme peuple premier et comme souverain originaire du territoire et comme maître originaire de l'espace et de la terre sur laquelle l'État et la société issue de la colonisation se sont implantés progressivement. Le deuxième postulat, c'est l'affirmation de la continuité et de la persistance jusqu'à aujourd'hui du peuple autochtone comme titulaire au sein de l'État d'une souveraineté et d'un titre originaire ancestraux encore effectifs et opposables sur ces terres traditionnelles. Le mot terre ici étant entendu de manière holistique et globale comme regroupant l'ensemble des espaces avec lesquels ces peuples ont interagi, qu'ils ont maîtrisés. Donc, le droit autochtoniste, finalement, il lance le défi suivant à l'État et à la société coloniale ou postcoloniale, et ce défi, c'est celui de la décolonisation interne du territoire. Et nous verrons plus tard quelques impératifs de cette décolonisation. Mais avant, il faut, pour bien comprendre l'enjeu territorial autochtone, il faut revenir évidemment à sa genèse, aux origines de cet enjeu et de ce défi. Lorsque débarquent sur les côtes du Nouveau Monde des Européens, avec évidemment leurs grands bateaux, mais aussi leur civilisation, leur culture, leur vision du monde,
eh ben, ils entrent en contact avec des peuples, des civilisations porteurs d'une autre vision du monde, d'une autre conception de l'humain, de son rapport avec le non-humain, et de son rapport, évidemment, en particulier avec l'espace et les ressources qui s'y trouvent. Et donc, il y a ce choc de deux cultures territoriales, de deux représentations de l'espace. Et là, je vais schématiser, parce qu'évidemment, il y a une très grande diversité culturelle dans le monde autochtone, mais du côté occidental, grosso modo, on se représente à ce moment-là, depuis Westphalie, grosso modo, le territoire d'une manière globalement géométrique, c'est-à-dire qui consiste à découper voilà, l'espace à l'enclore, à établir des maîtrises, des emprises exclusives, souvent plénières, complètes. Donc on ferme l'espace, on le borne et évidemment on le marchandise, on le désacralise. Du côté, et là c'est très très sommaire, écoutez, j'ai pas le temps beaucoup là d'approfondir ma réflexion. Et du côté autochtone, bon là il y a énormément de variétés, mais on peut dire que bon, plusieurs peuples autochtones ont une conception que l'on pourrait qualifier de topocentrique de l'espace. C'est-à-dire que cet espace, il se construit, il se déploie, il rayonne depuis un point nodal qui, bon, tantôt est appelé un tertre, tantôt sera un village, un lieu totémique ou peu importe, mais à partir de ce point nodal se déploie une maîtrise, une emprise sur l'espace et les ressources, laquelle souvent est d'ailleurs concentrique, hein, est régressive à mesure que l'on s'éloigne de ce point nodal. On se retrouve souvent dans des zones de maîtrise partagées, conjointes, des maîtrises superposées, complémentaires, hiérarchisées. Bref, une construction souvent très complexe du rapport entre l'humain et l'espace. Mais encore là, bon, vous voyez, ça dépend énormément du peuple autochtone et de son milieu naturel. Au Canada, on avait les grandes chefferies héréditaires de la côte du Pacifique qui étaient des peuples pêcheurs, sédentaires essentiellement, et qui, eux, avaient une conception topocentrique du territoire et de l'espace. Il y avait au sud-est du Canada, plus près de l'Atlantique, il y avait les peuples horticulteurs, les grands peuples iroquoiens. Mais l'immense majorité des peuples premiers chez nous étaient des nomades. Des nomades qui, eux, avaient une conception fondée, bon, les anthropologues parfois parlent d'odologique, une conception odologique, c'est-à-dire fondée sur le cheminement, hein, sur le parcours cyclique d'immenses espaces, forcément, hein, qui ne faisaient pas l'objet de contrôles exclusivistes, voilà, et surtout des espaces très ouverts. Alors, devant ce choc de culture territoriale profondément dissemblables, le défi pour le colonisateur, qui évidemment adopte une posture coloniale. S'il n'avait pas adopté de posture coloniale, bon, ben le Français qui débarque en Kanaki, et sur la Grande Terre, où il aurait, bon, demandé d'être accueilli, quoi, par les clans maîtres du lieu, et il se serait intégré dans l'univers coutumier kanak. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, et le colon s'est posé le problème de la création, de la construction d'une géographie politique et foncière des rapports qu'il allait établir avec le peuple premier. Alors, je dois préciser que mon propos ici se limite au cas de figure de la colonie de peuplement, qui a ses corollaires territoriaux qui lui sont propres et qui sont différents, à mon avis, du modèle de colonisation de comptoir, ou ainsi de suite. Alors, il faut projeter et traduire dans l'espace le rapport de domination dans la colonie de peuplement. Et ça se fait, bon, nécessairement par la captation et la fragmentation étatique de l'espace autochtone originaire,
On y introduit évidemment la conception occidentale de l'espace, le bornage, l'exclusivisme, la loi géométrique au service de la privatisation marchande de la Terre. Et donc, il s'agit pour le colon de trouver une formule, un instrument de droit qui serait apte à fixer dans l'espace le statut politique et foncier subalterne des sujets indigènes en vue de préparer le mouvement irréversible, inévitable du peuplement exogène du pays. Et donc la pièce maîtresse que l'on a retrouvée dans plusieurs cas de figure de colonies de peuplement, pas seulement ici en Nouvelle-Calédonie, mais dans les Amériques, dans le monde anglo-américain notamment, eh ben, ça a été le modèle de la réserve ou de la réduction. Donc la réserve, c'est un projet territorial, mais c'est un projet territorial que je qualifie de totalitaire, puisqu'il se donne pour ambition d'englober, de capter la totalité de la réalité autochtone. Tant la dimension politique de l'autochtonie que la dimension territoriale et aussi la dimension culturelle et identitaire. Donc, on introduit une construction spatiale finalement largement inconnue des cultures autochtones, des cultures juridiques autochtones, qui empruntent d'une part à la culture géométrique occidentale sans toutefois la reproduire de manière parfaite. En fait, on construit une forme de territorialité hybride, une invention, une construction originale. Donc, on délimite des territoires, approche cartographique, on les ferme et on y prévoit des droits d'occupation, d'usage collectif, exclusif et inaliénable. À cela s'ajoute la mise en tutelle politique du peuple autochtone, qui est donc de jure et de facto dépossédé de sa souveraineté originaire, et on instrumentalise les autorités coutumières que l'on transforme en autorités administratives chargées de gérer évidemment le projet de domination et d'administration coloniale du peuple indigène. Et en fait, au niveau de l'individu, on opère une saisie juridique de l'identité de l'individu, on s'arroge le pouvoir de dire qui est autochtone, qui ne l'est pas, on détermine les critères de l'identité et les conditions d'existence de l'individu en tant qu'autochtone ou en tant qu'allochtone. Voilà. Donc, évidemment, la conséquence fondamentale de la réserve, c'est d'introduire une dualité spatiale fondamentale. On ne peut pas, il ne faut absolument pas négliger l'importance, sous-estimer l'importance à tous égards de cette dualité, de cette dichotomie spatiale qu'introduit la réserve. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur de la réserve. Une frontière nouvelle vient définir je pense, une autochtonité qui est projetée hors de l'histoire, refoulée à la marge de l'histoire. C'est l'espace du colon et l'espace du colonisé d'une part. C'est l'espace de la tradition d'une part, l'espace de la modernité d'autre part. C'est l'espace ethnique d'une part et l'espace politique d'autre part. Donc, on voit qu'il y a ici un binôme qui est total. Et l'espace de l'invisibilité aussi. La réserve, c'est l'espace de l'invisibilité au regard du monde non autochtone. Parfois, la fragmentation, elle est absolue. L'extérieur devient inaccessible aux autochtones. C'est le cas du cantonnement, par exemple. Dans ce cas, on peut parler d'une fermeture géométrique complète de l'espace et donc d'une offensive radicale et totale contre la culture territoriale du peuple autochtone. Parfois, et c'est le cas du modèle anglo-américain qu'on retrouve chez nous, la fragmentation, elle fut relative, c'est-à-dire que l'extérieur reste accessible, mais de manière limitée, de manière conditionnelle. La présence de l'autochtone sur ces terres originaires, hors réserve, elle est tolérée, étant entendu toutefois qu'elle est parfaitement précaire
et subsidiaire par rapport au pouvoir prépondérant de l'État de mobiliser la terre et les espaces au profit de son entreprise, évidemment, et de son modèle de développement colonial de la terre et des ressources. Voilà. Bon, au départ, cette fragmentation territoriale, cette fragmentation du territoire autochtone, elle se voulait transitoire. C'était une phase intermédiaire qui devait aboutir inéluctablement vers une intégration totale et complète de l'autochtone, sa dissolution, si on veut, dans l'univers foncier, territorial, politique et culturel de la puissance occidentale, donc de la société occidentale. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. En fait, il y a presque aucun cas de figure où cela s'est passé comme prévu. Et ça peut s'expliquer par ce que je qualifie le paradoxe de la réserve. C'est-à-dire que la réserve, elle est d'une part un espace de marginalisation, hein, un espace de pauvreté, de dépossession. Mais en même temps, elle peut être aussi un refuge de résistance et de résilience. Et c'est ce qui s'est passé la plupart du temps. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, le droit international et la société internationale parlent encore des peuples autochtones. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des droits des peuples autochtones. C'est parce que les peuples autochtones sont parvenus à se faire entendre, à affirmer leur dignité et leur continuité, la continuité de leur culture, de leurs ordres juridiques et de leurs droits fondamentaux. C'est ce que j'appelle la constante réitération autochtone du lien au territoire hors réserve. Bien sûr, le colon ne reconnaît plus officiellement les titres et la souveraineté autochtone en dehors de la réserve, mais le peuple autochtone, lui, il a conservé précieusement dans son univers juridique, dans sa mémoire collective, il a conservé ce lien juridique, ce lien identitaire, ce lien spirituel à l'espace originaire. Et se produit, ce dont j'ai parlé, hein, la doctrine des droits des peuples autochtones, qui reconnaît et affirme à la fois le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, donc ça c'est le volet souveraineté, si on veut, et les titres ancestraux, volet plus foncier, si on veut, dichotomie qui n'a ici qu'une vertu pédagogique, puisqu'elle n'existe pas vraiment dans l'univers juridique autochtone. Et donc, le droit international, maintenant, les traités relatifs aux droits de l'homme, les instruments spécialisés dans les droits des peuples autochtones, les conventions de l'OIT, les grandes déclarations de l'ONU, de l'Organisation des États américains, viennent conférer une légitimité sans précédent à la revendication autochtone de décolonisation du territoire au sein de l'État. Bon, évidemment, les États sont trop jaloux de leur souveraineté externe pour aller jusqu'à reconnaître aux peuples autochtones le droit de projeter dans la sphère internationale leur souveraineté. On n'en est pas là encore, en tout cas. Donc, la revendication autochtone signifie qu'il faut quelque part redéployer la souveraineté et la propriété originaire autochtone, au-delà, évidemment, de cette frontière coloniale qu'est la réserve. Mais cela pose un grave problème, on voit bien, puisque il faut faire ressurgir parfois le substrat d'un territoire autochtone qui a été refoulé, enfoui sous une lourde strate de territorialité héritée de la colonie au fil des siècles. Et là, je cite une phrase, la dernière phrase d'un célèbre jugement de la Cour suprême du Canada, chez nous, où la Cour dit, écoutez, après avoir reconnu les titres fonciers originaires des peuples autochtones à l'extérieur des réserves, sur d'immenses espaces terrestres et maritimes, tout de même, le juge en chef de la Cour rappelle que, mais bon, il faut quand même se rendre à l'évidence que nous sommes tous ici pour y rester. Donc, quelque part, il faut établir un destin commun. Ici, on parle d'un destin commun. Chez nous, on parle d'une réconciliation. Bon, c'est peut-être un peu plus judéo-chrétien chez nous, l'influence anglo-saxonne. Alors, voici comment se présente la situation sur le terrain. Hein. L'espace ancestral hors réserve est aujourd'hui fragmenté
déformé, parfois lourdement perturbé par un peuplement alloctone des activités agricoles, l'extraction de ressources minières ou forestières, l'industrie récréo-touristique, la construction chez nous en tout cas d'énormes infrastructures énergétiques comme les barrages hydroélectriques et ainsi de suite. Et il y a aussi des gens qui vivent sur le territoire, des gens qui ne sont pas autochtones, mais des gens qui tiennent de l'État des titres et une légitimité qui leur sont propres. Ces non-autochtones revendiquent une légitimité. Le lien de ces populations au territoire et leur identité sont aussi ancrés maintenant dans une mémoire collective d'ici. D'ici ou de chez moi, bon, peu importe. Et une mémoire collective parfois multiséculaire. Et ils sont là pour de bon. Ah ben voilà. Donc, comment on redéploie la souveraineté originaire et le titre originaire autochtone? Ça va? Ok. Ah ben, je propose, moi, l'idée d'une territorialité de l'enchevêtrement. Hein, une territorialité de la superposition et de l'imbrication spatiale des légitimités autochtones et non autochtones. Le respect des droits ancestraux autochtones impose une cohabitation sur l'ensemble du territoire et non plus dans ces petits ghettos enfermés, hein, étanchement clos que furent les réserves coloniales. On est face à un impératif de voisinage, de bon voisinage entre autochtones et non autochtones, lequel va forcer une nouvelle culture, un nouveau partenariat fondé sur la collaboration et le partage de la légitimité historique, de la souveraineté et des ressources et de la richesse. Parce que la colonisation, c'est quoi? C'est une triple dépossession. Dépossession d'abord de la souveraineté, dépossession ensuite des ressources et du territoire, et enfin dépossession de l'identité, de la légitimité, de la dignité. Alors, il faut, si on veut, revisiter tout cela. Vaste programme. Hein, comme dit mon ami et frère Ferral, c'est beaucoup plus facile de coloniser que de décoloniser. Donc, il faut inventer une nouvelle architecture de l'espace. Une géographie politique composite, baroque, qui imbrique, ça va, on y arrivera, qui imbrique des formes territoriales et foncières autochtones et occidentales. Donc, une hybridation, un métissage. Mais j'ai des collègues chez moi qui refusent totalement le concept d'hybridité. Ils l'estiment trop dangereux pour l'intégrité des cultures autochtones. Et chez nous, on parle plutôt d'enchevêtrement. Voilà, qui peut-être implique moins une perte d'autonomie culturelle et politique autochtone. Alors, quels sont les impératifs de cette nouvelle territorialité de l'enchevêtrement? Eh bien, il faut d'abord pérenniser l'assise territoriale foncière autochtone. Bon, on a évidemment lourdement critiqué la réserve, mais tout de même, la réserve, elle a permis, on l'a vu souvent, la résistance et la résilience. C'est un acquis auquel les autochtones ne vont pas renoncer, bien sûr. Au contraire, il faut la pérenniser, il faut l'élargir, il faut la consolider, mais la décoloniser, d'abord et avant tout. Donc il faut libérer le peuple des contraintes coloniales, y affirmer l'autodétermination du peuple autochtone et sa capacité à gérer lui-même ses terres et les ressources qui s'y trouvent. Donc, on ne parle pas uniquement ici de titres fonciers comme le fait la loi organique. Ici, on parle d'une véritable souveraineté du peuple autochtone avec une capacité de légiférer, de se doter de ses propres lois, de ses propres autorités, de son propre ordre public sur son territoire, d'un véritable gouvernement souverain à l'intérieur de l'État. Vaste programme encore. Aussi décloisonner le territoire autochtone, donc en finir avec la logique de la réduction, en restituant le lien originaire aux espaces au-delà des frontières coloniales. Et aussi, et là c'est notre collègue Christine qui va vraiment aborder, je crois, ce sujet absolument fascinant, il faut peut-être dépasser la territorialité pour en arriver à des modèles hybrides qui combinent à la fois territorialité du droit et personnalité du droit.
Donc un ancrage du droit en fonction du statut des personnes plutôt que d'un ancrage purement géographique. Voilà, mais je laisse à Christine le plaisir de nous expliquer ces délicieux concepts. Enfin, bon, ça ne bouge plus, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Et là, je vais conclure en évoquant le concept clé. C'est le concept de restitution. Mais tout de suite, j'ajoute, je m'empresse immédiatement d'ajouter que ce concept est un concept qui doit être utilisé avec beaucoup de précaution et conçu de manière fine et complexe et de manière multidimensionnelle. Mais c'est un concept, c'est un horizon symbolique, un horizon normatif inéluctable, à mon avis, mais dont la portée va être tributaire d'une gamme de variables dont dépendra évidemment l'arbitrage des légitimités, des droits et des intérêts. Certaines de ces variables sont les suivantes. Quelle est la nature de la revendication autochtone sur l'espace maritime ou l'espace terrestre? Quelle est la nature du lien ancestral à l'espace qui fonde cette revendication? Chez nous, par exemple, beaucoup de revendications ancestrales autochtones ne sont pas exclusivistes. Il ne s'agit pas de réclamer une pleine propriété d'un espace, de l'exploiter librement, voilà, à l'occidental. Non, au contraire, c'est souvent, on réclame un droit d'accès, un droit d'usage, partagé, conjoint, non exclusif. Il y a aussi le statut juridique actuel de l'espace revendiqué. La solution est plus simple a priori si la terre revendiquée à l'extérieur de l'espace de la réserve est du domaine public plutôt que dans le domaine privé. Il y a le clash des légitimités foncières privées, autochtones, évidemment, ne se produit pas. Alors, et donc l'arbitrage des intérêts n'est pas le même. Et puis il y a toujours cet impératif de destin commun, de vivre ensemble, de réconciliation et aussi de protection des ressources et de l'environnement. Donc la restitution va prendre des formes multiples. Tantôt elle sera en nature, tantôt elle sera par équivalence, tantôt elle sera symbolique, parfois il y aura simplement compensation, et ainsi de suite. Et finalement, dans ce monde merveilleux que je viens de vous décrire, et qui évidemment est décrit sur le mode de la prospection, quoique, bon, chez nous, on travaille beaucoup là, à reconstituer une territorialité complexe à l'extérieur des réserves, on aura un territoire très différent de celui qui a été dessiné par le colonisateur. Hein. Tantôt, on aura des territoires exclusifs autochtones, hein, qui s'ajouteront là où l'État avait prétendu avoir éradiqué les titres ancestraux. Souvent, parfois, le plus souvent, et chez nous c'est souvent le cas, c'est plus souvent le cas des titres conjoints, superposés, autochtones, non autochtones, enchevêtrés, dont la gouvernance, l'usage et la protection vont incomber à des entités biculturelles ou des entités paritaires sur la base d'une souveraineté partagée. Vont surgir donc des configurations territoriales obéissant à une logique de superposition, de gradation, de hiérarchisation des droits autochtones et non autochtones, et aussi des compétences, de véritables compétences souveraines des peuples autochtones qui combineront territorialité et personnalité des lois. Donc, en conclusion, l'enjeu territorial autochtone est au cœur de la décolonisation du rapport au peuple premier. Il commande un rééquilibrage de la légitimité, de la souveraineté au sein de l'État. Il exige pour nous, les non-autochtones, de renoncer au privilège colonial. Et c'est extrêmement difficile. Chez nous, vous savez, les intellos, les bobos qui vivent en milieu urbain, ils sont prêts à toutes les révolutions. Ah, ils sont éminemment sympathiques et ouverts aux revendications autochtones, en autant que, évidemment, ça n'est pas pour effet de les priver de leur café crème, de leur voyage, et voilà. Là où ça se passe, c'est chez les forestiers, des gens plus simples, moins sophistiqués, qui vivent dans des régions excentrées depuis des générations et qui ont peur de la revendication autochtone. Ils ont peur.
Est-ce qu'ils vont me prendre ma cabane au Canada? Voilà. Non, mais c'est... Et là, les enjeux exigent une approche beaucoup plus... une approche plus sophistiquée, plus humaine, plus digne. Mais tout de même, il faudra renoncer au privilège de la colonisation. Sinon, on n'y arrivera pas. Hein, nous, on se fait dire, les francophones au Canada, parfois par certains méchants Anglais, vous avez perdu la guerre. Et là, on remonte à la bataille de 1759 pour justifier qu'on soit de plus en plus assimilé, de plus en plus marginalisé au Canada. Bon, mais c'est pas la bonne approche, bien sûr. Hein? Et les peuples autochtones, de leur côté, ont aussi beaucoup de travail à faire. Ils doivent renouer, et là je vais emprunter un binôme que m'a inspiré Patrice Godin. Il faut, à mon avis, qu'ils renouent dans les conditions du destin commun avec le binôme multiséculaire de l'enracinement et de l'échange. Patrice, tu as utilisé ces mots à Aix et ça résume parfaitement le défi des Autochtones. À la fois valoriser, affirmer leur enracinement multiséculaire, originaire dans cette terre, et en même temps accepter l'échange, l'ouverture, le partage, et à partir de là, peut-être en arriverons-nous à une réconciliation chez nous et à un destin commun décolonisé ici. Merci.